Bonjour, bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes. La presse, vous l'aurez donc en kiosque ce matin. La Nouvelle Expression parle de Douala Yaoundé. Violent accident de la circulation, c'est le grand titre du journal. Pour dire que l'autobus VIP d'une agence de voyage bien connue a été donc éventré par un camion. Les 9 premiers morts ne sont pas identifiables selon bien sûr le journal. La liste des blessés graves en soins intensifs à l'hôpital de Pouma. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de donc la grève, la crise à l'église évangélique du Cameroun. Pasteurs et laïcs pour la paix réunis à Bangoua dans le département d'Indé, également autour du révérend docteur Charles Emmanuel Ndiké. Ils ont donc signé une déclaration qui définit la démarche à suivre pour parvenir à la réconciliation. C'est ce que le journal propose à page 7 ce matin. Le journal parle également de la grève du barreau. Une avocate s'est désolidarise. Maître Fosso Kamdem Faustine n'a pas suivi le mouvement lancé par CPR, c'est en page 5. Et on parle également du terminal à conteneurs. Pourquoi Bolloré fait de la résistance? C'est la question également ce matin. Le journal fait savoir, parle du concessionnaire sortant donc du terminal à conteneurs de Douala qui refuse d'accepter sa mise à l'écart alors que des procédures judiciaires sont en cours. C'est ce qu'on découvre en page 4 du journal. La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. Le Messager pour sa part parle de grève des avocats, le régime répressif de Yaoundé à la barre. Le journal explique simplement que l'ONG Human Rights Watch soutient l'opération, tribunaux morts, et invite d'ailleurs la justice à respecter les droits fondamentaux des détenus. C'est ce que le journal propose en page 6 ce matin. Le journal parle également du tripartite de 1991, Tamanio Ndamdjoya à cœur ouvert en page 8 du journal. Le journal s'intéresse aussi à la Sanaga maritime, 9 morts dans un accident de la circulation, bilan du drame survenu sur la nationale numéro 3 dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est ce qu'on peut découvrir dans le numéro disponible en kiosque ce matin, tout comme le journal Le du Sahel qui parle de développement humain, extrême nord, région la plus pauvre du Cameroun, et on parle tout cela en page 3 du journal. Et on parle également de ces enseignants du secondaire, 170 enseignants au total, sommés donc de rejoindre leur poste de travail par le gouverneur de l'extrême nord, le Midiawa Bakari, qui est également le seul sourcil de voir des enfants fréquentés dans de bonnes conditions. C'est ce que le journal nous propose ce matin. Pardon, le journal parle également du dialogue national avec les jeunes du Mayo Tsanaga qui adresse une motion de soutien à Paul Biya. C'est à découvrir en page 2 de l'Œil du Sahel disponible en kiosque, tout comme Émergence qui parle du dialogue national avec les États-Unis. Boude-t-il l'initiative de Paul Biya? C'est une question. Il y a 10 experts qui analysent d'ailleurs la situation dans le journal ce matin. Le même journal parle également de la grève des avocats, des défections dans les rangs, et on parle de 11 morts sur l'axe Douala-Yaoundé à la suite de cet accident de la circulation survenu donc de ce côté. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal a d'autres informations aussi, tout comme le quotidien Le Jour qui parle de l'ENAM, donc avec une question autour des listes additives. Selon bien sûr le journal, la corruption et notamment le trafic d'influence et autres qui gangrènent cette institution sont également évoqués par le numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal nous apprend qu'il y a 9 morts sur l'axe Douala-Yaoundé à la suite d'un accident de la circulation. Donc avec tout cela, dans le quotidien Le Jour, Mutation parle de cesser le feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, rêve de trêve, selon ce que le journal propose comme titre ce matin, pour exprimer qu'il y a toujours de violence dans cette partie du pays, à la suite malgré notamment l'appel au dialogue évoqué par le chef de l'État. C'est dans le journal Mutation qu'il y a d'autres informations également ce jour. Info Matin parle de dissension quand la grève des avocats vole en éclat, en évoquant notamment les 100 millions de francs CFA pour la rentrée solennelle de l'ordre des avocats du bâtonnier, en tout cas du barreau. Et le journal fait savoir qu'aujourd'hui le barreau est divisé carrément entre le bâtonnier d'un côté et quelques-uns de ses accompagnateurs et également d'autres avocats aussi, à la suite de ce qui est annoncé par le journal Info Matin de ce matin, qui a d'autres informations parlant du port autonome de Douala vers le renforcement du contrôle des navires. C'est ce que le journal propose ce jour, à la suite notamment de cette rencontre qui est prévue entre le 23 et le 27 septembre prochain, et c'est à découvrir dans le journal. Le journal Le Quotidien de l'économie pour sa part parle d'attractivité avec le Cameroun absent du top 10 des pays africains où il faut investir
investir en 2020. C'est ce que le journal nous propose en page 3. Le même journal parle également du professeur Viviane Biwolé et qui dit simplement les acteurs doutent aussi de l'application efficace de la réforme des entités publiques selon bien sûr le dossier proposé par le numéro de ce matin. Je vous invite à lire d'ailleurs le dossier en question. Et puis le soir hebdomadaire parle du plan d'assistance humanitaire d'urgence, le reconfort de la nation, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi qui est sur le terrain pour rencontrer toutes ces populations et également remettre les dons à ces déplacés et aussi leur prodiguer des conseils sur la sécurité, bien entendu, tout ce qu'il faut faire pour le retour à la paix dans ces différentes régions également. C'est le dossier proposé par le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Le journal parle également de Bapod Dipod qui parle de consultation du grand dialogue national, donc le secrétaire général donc de l'UPC qui fait savoir que ce sont des consultations qui vont permettre justement d'aboutir à quelque chose de bien, c'est-à-dire le retour à la paix et également un nouveau Cameroun sans doute. Alors on parle de l'ENAM également avec les résultats définitifs du cycle A et B de cette institution également à lire dans le journal Le Soir hebdomadaire. Cameroun Tribune pour sa part parle des préparations au grand dialogue national, des propositions à l'appel. Les hommes politiques, les acteurs de la société civile et d'autres et les prélats également sont aussi attendus à la suite notamment de ces propositions qui sont donc à l'appel selon bien sûr le journal Cameroun Tribune qui a également d'autres informations ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu ce vendredi. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous M. Ndongo, bonjour aux téléspectateurs de ce plateau. Voilà, avec vous nous allons faire le tour de quelques sujets, en attendant bien entendu que Kamga nous retrouve sur ce plateau et également pour vous accompagner dans le commentaire et l'analyse bien sûr des titres proposés par la presse. Le journal La Nouvelle Expression parle de violents accidents, de la circulation. On a vu également, il y a une guerre des chiffres en ce moment, 9 morts, 10 morts, 11 morts carrément et malgré tout ça, on a quand même vu le ministre des Transports sur le terrain. Oui, nous avons vu le ministre des Transports sur le terrain de cet accident du côté d'Engoué 2. Puisque c'est le lieu où a eu cet accident. Je crois que ça dénote quand même d'une proximité dans la gestion des affaires publiques entre le pouvoir qui est installé à Yaoundé et la réalité des faits qui se déroulent sur le terrain. Le ministre de la Santé a déjà tracé la voie avec le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Cette fois-ci, c'est le ministre des Transports qui est venu se préoccuper de cette situation catastrophique qui s'est déroulée du côté de Ngoué 2. Il a effectué cette descente pour s'enquérir de la réalité de cette catastrophe. Je pense que vous avez parlé tout à l'heure d'une guerre des chiffres. Certains ont annoncé 9 morts, d'autres médias ont annoncé 10 et d'autres 11, mais il y a eu un communiqué de M. Ngalé Bibert, le ministre des Transports, qui a tranché entre ces chiffres qui vont dans tous les sens, en disant qu'il y a eu 9 morts dans cet accident qui s'est déroulé dans la nuit du 18 au 19 septembre. Il y a eu 9 morts et 16 blessés. Et que la majorité de ces blessés et de ces décédés étaient à l'hôpital catholique de Pouma et qu'il y avait malheureusement des personnes qui n'étaient pas identifiées, qu'on ne pouvait pas identifier tout de suite. Il a donc lancé un appel à l'endroit de ces familles et le préfet de la Sanaga Maritime également a lancé un appel à l'endroit de ces familles de venir reconnaître leur corps. C'est une situation extrêmement dramatique lorsqu'on sait que des statistiques, des études ont prouvé que 90% des accidents sont du fait de l'homme, de l'erreur humaine, 8% du fait d'un vice caché, comme on le dit, et 2% du fait de la route elle-même. Donc, il faut appeler, à côté des actions de sensibilisation qui sont menées par les pouvoirs publics, il faut appeler à une prise de conscience de ces acteurs, de ces usagers de la route. Parce que il est bien vrai que la nationale numéro 3 est une route étroite. Il est bien vrai qu'il y a des nids de poules dans quelques endroits, mais il est aussi bien vrai qu'il devrait avoir une prise de conscience des chauffeurs qui arpentent ces rues. Et on a observé que cet accident s'est déroulé en pleine nuit. Il était 23 heures selon le communiqué du ministère des Transports. Et on peut dénoter certainement qu'il y a eu une erreur humaine qui a provoqué cette catastrophe. Le communiqué dit que les enquêtes sont en cours et nous attendons bien évidemment les conclusions de cette enquête pour avoir toute la vérité sur cette catastrophe. Très bien, donc on va lire un peu ce que la presse a réservé comme traitement à cette actualité, parlant de la Nouvelle Expression qui parle de violents accidents, de la circulation avec l'autobus VIP d'une agence de voyage bien connue qui a été donc éventré par un camion qui roulait dans le sens contraire et qui a heurté en tout cas de plein fouet
ce car de transport, ce bus de transport en commun. Alors, donc, on parle de 9 premiers morts qui sont donc enregistrés et également des blessés graves qui sont donc partis dans les hôpitaux de Pouma et des DA. À lire également dans le journal Le Messager, ce traitement parlant de 9 morts dans un accident de la circulation. Donc, bilan de ce drame survenu sur la nationale numéro 3. Et avec tout ce que vous avez relevé tout à l'heure, cette route qui a toujours des problèmes. Le mauvais état, on l'observe, bien sûr. Quelques nids de poules qui jonchent notamment cette voie, cette nationale numéro 3. Alors, c'est le traitement qui est réservé à l'actualité. On va lire également qu'il y a dans le septentrion, cette fois, ce sont des enseignants du secondaire. Ils sont 170 enseignants, sommés donc de rejoindre leur poste de travail. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, qui a fait le tour, a recensé. Il estime que ce n'est pas normal que 3 semaines après la rentrée, que les enseignants ne soient pas toujours disponibles. La rentrée a effectivement démarré le 2 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire du Cameroun. Il est bien vrai que c'est une rentrée à 2 vitesses parce que du côté des régions francophones, on peut dire que la rentrée est intégrale. Les régions francophones, dont celle de l'extrême nord, bien évidemment, et du côté des régions anglophones, cette rentrée n'est pas du tout intégrale à cause de ce que nous connaissons, ce climat d'insécurité qui y règne. Et en sa qualité de garant de la fonction publique, du bon fonctionnement du service public, le gouverneur de la région de l'extrême nord a pris sur lui de faire un petit tour dans ces établissements de l'extrême nord qui sont déjà frappés. Nous ne connaissons pas un manque criard d'infrastructures, mais il a néanmoins effectué le petit tour comme il le fait à chaque fois qu'il y a rentrée scolaire pour non seulement vérifier si la rentrée scolaire est effective, elle était bien effective, mais les élèves étaient là, il n'y avait pas suffisamment de moniteurs pour les encadrer, les maîtres ou alors les professeurs. Il a donc lancé un appel en faveur de ce que ces maîtres qui manquent à l'appel reviennent s'occuper de leurs tâches. Et vous savez que depuis un certain moment, la fonction publique connaît une sorte de décentralisation avec le déploiement dans les régions des tribunaux administratifs. Ce qui fait que si un fonctionnaire n'est pas aujourd'hui habilité à viole les principes de la fonction publique, il peut être traduit devant les tribunaux administratifs régionaux. Et la personne qui est garante de ces tribunaux administratifs, c'est bien évidemment le gouverneur de la région de l'extrême nord et les gouverneurs des régions en général. C'est dans ce sens donc que M. Midia Ouabakari a effectué donc ce round-up pour se rendre compte à l'évidence qu'il y a effectivement rentrée scolaire et se rendre compte que toutes les ressources humaines adéquates sont sur le terrain afin de dispenser les cours qu'il faut aux élèves. Alors, il avait déjà rencontré ses enseignants en début ou alors pendant les vacances et leur proposé donc de respecter ces principes, c'est-à-dire commencer les cours dès la rentrée et qu'il fallait être présent et pour qu'on ait quand même des résultats, puisqu'on a quand même relevé un moment que les régions septentrionales étaient les régions qui avaient un faible taux de réussite à cause de l'insécurité qui a secoué en tout cas l'extrême nord notamment il y a quelques années. Pas seulement à cause de l'insécurité. Vous savez qu'il y a également des particularismes dans les régions septentrionales qui veulent que les familles pensent que l'éducation de leur progéniture n'est pas essentielle par rapport à d'autres réalités qui sont des réalités propres à ces régions. Et cette actualité intervient au lendemain de la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation. Et vous savez que dans le Grand Nord et la région de l'Est également, le taux d'analphabétisation est assez élevé. Donc c'est tout à fait justifié que le gouverneur de la région de l'extrême Nord descende sur le terrain et vérifie effectivement que les élèves vont à l'école, vérifie que les instituteurs sont à leur poste. Mais malheureusement, on se rend compte que de ce côté, 170 enseignants manquent à l'appel et c'est ce qui justifie certainement son appel à ce que ces personnes rejoignent leur poste. Et parce que la loi est claire, les règlements sont clairs, si vous n'êtes pas à votre poste, alors que vous êtes un commis de l'État, vous êtes un agent de l'État, il s'en suivra certainement des sanctions. Et celui qui est en charge de diligenter ces sanctions, c'est bien évidemment le gouverneur de l'Est. Alors, donc on parle de 170 enseignants sommés donc de rejoindre leur poste de travail. C'est un communiqué, en tout cas, d'une annonce du ministre, du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midia Ouabakari, c'est en page 6 du journal. Toujours dans cet extrême nord, on parle bien sûr de la région la plus pauvre du Cameroun. Oui, c'est une très importante parce que comme je le disais, autant la région de l'extrême nord est frappée par l'insécurité, autant elle est frappée par certaines réalités culturelles qui font que ces régions sont un peu poussées vers le bas. Elles n'ont pas été très gâtées par la nature parce que ce sont des régions qui connaissent un climat assez désertique.
assez rude également, qui fait que le développement n'est pas tout aussi impulsé ou alors favorable, comme ça se passe dans les autres régions qui bénéficient d'un climat plus approprié. Et vous savez que l'indice de développement humain prend en considération trois statistiques. Il y a d'abord le PIB, l'espérance de vie et le taux d'éducation des enfants à partir de 17 ans. Et dans ces régions, bien évidemment, on se rend compte que ces trois statistiques sont malheureusement défavorables à cette région. Donc, nos confrères ont estimé que l'extrême nord, c'est la région la plus pauvre du Cameroun. Elle n'a pas été gâtée par les conditions climatiques. Et je pense que il faut quasiment des plans Marshall pour remettre dans le sens du développement ces régions qui sont déjà frappées durement par le climat, frappés par l'insécurité, mais également frappés par d'autres considérations, la gouvernance, etc., qui font qu'il faudra se pencher sérieusement sur le plan de développement de cette région. Alors, c'est l'actualité ou l'information à lire dans le journal du Sahel ce matin également, en page 3 précisément. Le journal Le Messager parle notamment de la grève des avocats, le régime répressif de Yaoundé à la barre. C'est le grand titre du journal également ce matin pour dire que l'ONG Human Rights Watch soutient l'opération Tribunaux Morts et invite d'ailleurs la justice à respecter les droits fondamentaux des détenus. En même temps, on peut découvrir également dans la nouvelle expression qu'il y a, parlant de cette grève, une avocate se désolidarise, c'est Maître Fosso, Kamdem Fossine, qui n'a pas suivi le mouvement lancé par ses pairs. Nous ne le dirons jamais assez. Le mouvement qui est aujourd'hui en cours au sein du barreau du Cameroun est un mouvement légitime parce que ils ont mis sur la place publique certains griefs qui sont des griefs fondés. Et je pense que si aujourd'hui Human Rights Watch prend position en faveur de ce mouvement, ce n'est que de son droit. Et je crois que beaucoup de Camerounais partagent le fait qu'il y a de nombreuses entraves dans l'exécution de la profession d'avocat aujourd'hui au Cameroun. Maintenant, il y a un son dissonant qui a été évoqué par nos confrères de la nouvelle expression, c'est celui d'une avocate qui a décidé de faire cavaler seule parce que depuis ce moment, nous n'avons pas entendu des avocats qui n'ont pas suivi ce mode de grève. Mais depuis hier, maître Fosso a crevé l'abcès. Elle a dit qu'elle ne suivait pas ce mouvement qui a commencé depuis le 16 dernier et qui prend fin aujourd'hui. Donc, je pense quand même qu'il y a une sorte de cacophonie au sein même de ce mouvement, et nos confrères d'Info Matin disent à suffisance qu'il y a une scission au sein du barreau parce qu'il y a des fonds qui auraient été mis, qui auraient été alloués à ce barreau, 100 millions de francs CFA, et qui diviseraient le barreau. C'est une question fondamentale. Ils ont posé des problèmes qui plombent le processus judiciaire de notre pays. Et je crois que le gouvernement a très vite réagi en les appelant sur la table de négociation. Et je crois qu'au terme de ce premier round de négociation, il y a certaines résolutions qui ont été prises. Le barreau qui devait se réunir après cette rencontre avec le gouvernement pour décider de la suite des événements. Malheureusement, le quorum n'avait pas été atteint. Finalement, ils ont décidé de mener la grève. Cette grève a cours, comme je disais tout à l'heure, depuis le 16 et elle prend fin aujourd'hui. Et le communiqué de la résolution qui avait été prise avant, c'est la consultation avec le gouvernement, disait que si s'il n'y a pas suite à leurs revendications, ils prendront d'autres mesures au terme de la grève qui se termine aujourd'hui. Donc, je crois qu'il y a une autre rencontre. Ce vendredi. Voilà, il y a une autre rencontre entre le Conseil de l'ordre et le ministre de la Justice, je crois, aujourd'hui, et certainement, il sortira d'autres résolutions qui permettront certainement d'avoir une détente dans ce conflit qui existe aujourd'hui entre le ministre de la Justice, ou si vous voulez, l'État du Cameroun, et le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun. Alors, donc, des défections, on parle bien sûr de défections dans l'émergence, dans les rangs des avocats, à la suite de ce qui est annoncé, en tout cas, parlant de la nouvelle expression, et bien sûr du quotidien Le Messager sur cette question de la grève des avocats. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une défection? Le cas est extrêmement isolé. Ici, il faut parler de Maître Fosso, c'est isolé. La défection devrait être jugée sur l'ampleur de la défection. Mais là, on a juste une avocate qui décide de ne pas suivre ses confrères. Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une défection qui puisse avoir une ampleur sur le mouvement qui a commencé depuis le 16. Mais nous attendons vivement que la résolution qui sera faite aujourd'hui au sortir de la concertation qui aura lieu entre le barreau
et le ministre de la Justice aboutissent à une situation de détente parce que les affaires sont paralysées aujourd'hui. La justice ne peut pas fonctionner sans l'apport des avocats. Et il y a les clients qui attendent que leurs affaires avancent. Les magistrats du siège, eux, sont là, mais la magistrature debout n'est pas là. Donc nous voulons qu'il y ait une détente, une porte de sortie honorable afin que les affaires, vous savez qu'il y a d'importantes affaires générales dans les prétoires, mais il y a les affaires qui concernent l'économie. Et vous savez que la plupart de ces affaires sont soutenues par les avocats sous le régime du référé. Alors le référé n'attendant pas, nous souhaitons tout simplement qu'il y ait une suspension de robe et que les avocats reviennent à de meilleurs sentiments. Alors, Mutation ce matin parle de cesser le feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, parlant notamment et en proposant un titre « Rêve des trêves ». Voilà. Écoutez, il y a plusieurs préalables. Voilà, il y a plusieurs préalables qui ont été formulés par certains acteurs qui participeront ou pas au grand dialogue qui est annoncé. Il y a eu des consultations qui sont menées. Il y a chaque parti politique ou alors chaque acteur qui a été consulté a remis un mémorandum où il y a des préalables. Et parmi ces préalables, certains parlent d'une trêve entre les deux parties belligérantes sur le terrain, c'est-à-dire l'armée camerounaise et les groupes armés. Nous sommes encore à la phase des consultations et je pense que ces consultations sont recueillies. Elles seront certainement examinées lors du dialogue proprement dit. Et je pense que c'est une question extrêmement délicate parce qu'il y a deux camps. Des camps qui soutiennent que il ne peut y avoir de dialogue sans trêve et ceux qui pensent que l'armée du Cameroun ne pourrait se retirer de ce théâtre d'opération. Mais ces questions seront certainement évoquées lors du dialogue et il est tout à fait légitime que parmi les propositions qui sont faites par les différents acteurs, la question de la trêve soit bien évidemment évoquée comme d'autres questions qui ont été posées sur la table du Premier ministre. Alors, c'est à lire dans le journal comme Mutation, parlant de cesser le feu dans le nord-ouest et le sud-ouest, Rêve des trêves, c'est le titre proposé par Mutation ce matin. Et un autre journal, c'est le Soir hebdomadaire qui parle du plan d'assistance humanitaire d'urgence, le reconfort de la nation. Le ministre de l'administration territoriale est sur le terrain depuis quelques jours. Il parcourt, il rencontre également des déplacés et leur donne ce dont ils ont besoin pour leur survie, malgré notamment tout ce qui est fait. Donc ce sont des déplacés qui bénéficient de tout cela. C'est une opération qu'ils mènent depuis plusieurs mois aujourd'hui. Oui, le plan d'assistance humanitaire qui a été instruit par le président de la République en juin pour une durée de 18 mois, donc logiquement il devrait s'arrêter en décembre prochain, et avec un budget de 12,7 milliards suit lentement mais sûrement son cours. Et le grand artisan de cette distribution de matériel, de finances, c'est bien évidemment M. Atangandji, le ministre de l'administration territoriale. Il était à l'ouest, je crois, il y a 2 semaines, il était à l'ouest, et cette fois-ci, il a été là à Bamenda, voilà. Donc, je pense que le tout n'est pas de distribuer et de redistribuer. Le tout est que ce soit distribué intégralement, parce qu'il s'agit quand même d'une cagnotte qui a été mise à la disposition de l'État du Cameroun par les nationaux et les étrangers. Et comme nous avons une certaine culture de la gestion des fonds dans notre pays, qui est un peu alambiquée avec quelquefois des détournements de fonds publics, on espère que cette cagnotte de 12 milliards sera mise à la disposition intégralement de ces déplacés internes. Mais il y a également les déplacés externes. Il n'y a pas encore eu des éclats de voix. Non, il n'y a pas encore des éclats de voix. Ça prouve que l'action est bien menée, mais est-ce que toutes les cibles sont touchées? Parce qu'il y en a qui se sont plaints de ce que il y a de l'argent, il y a du matériel, mais eux qui sont les déplacés internes, ils n'ont encore rien reçu. Donc, ça pose bien évidemment le problème de la gestion administrative de ce dossier, parce que c'est vrai, il n'y a pas d'œuvre parfaite, comme l'a dit le président de la République, mais on aurait quand même souhaité qu'il n'y ait pas de déplacés internes à part entière et d'autres déplacés internes qui soient écartés de cette manne. Donc il faut une gestion administrative efficiente qui veut que on cantonne d'abord ces déplacés internes, mais également qu'on les identifie afin que cette aide leur parvienne de façon efficace. Mais jusqu'ici, ce sont quand même les mêmes éléments qui sont remis aux déplacés, à tout. Oui, il y a des matelas, il y a du matériel de première nécessité, il y a même un petit accompagnement financier, et le gouvernement quand même a fait des efforts pour être à l'écoute de ces déplacés internes. Mais seulement, comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes dont cette aide, qui ne reçoivent pas cette aide alors qu'ils sont des déplacés internes.
Ça pose véritablement la question de la gestion administrative même de ce programme, qui est quand même un programme d'assistance humanitaire, alors qu'il y a des personnes qui ont besoin de cela, mais ils n'arrivent pas à atteindre cette humanitaire qui leur est destinée. D'où tout au moins l'insistance du ministre, qui demande à tous cela de se faire identifier lorsqu'ils arrivent où il y a des autorités, où se trouvent des autorités administratives, question de savoir exactement qui sont les déplacés, qui ne sont pas les déplacés. Donc c'est peut-être à ce niveau, est-ce que toutes ces personnes ont été identifiées également selon notamment les arrondissements, les quartiers et autres? Peut-être c'est à la suite de tout ça également. Donc on peut comprendre aussi le traitement qui est réservé à cette actualité par le journal Le Soir hebdomadaire, parlant du plan d'assistance humanitaire d'urgence, le reconfort de la nation, à lire dans le numéro de ce matin. Le journal s'intéresse également à autre chose, et tout comme le journal Cameroun Tribune qui parle de préparation du grand dialogue national, des propositions à l'appel. On voit bien que le Premier ministre a reçu des hommes politiques, des acteurs de la société civile et sans doute des prélats dans quelques jours aussi. Bien, ça me fait rappeler un titre de la Nouvelle Expression d'hier qui disait qu'il y a une pluie de préalables sur la table du Premier ministre. Aujourd'hui, Cameroun Tribune estime qu'il y a des propositions à l'appel. Ça dénote tout simplement de l'intensité des consultations qui sont menées aujourd'hui. Il y a plusieurs acteurs qui ont été déjà reçus et d'autres seront reçus jusqu'au 27 de ce mois, date prévue pour la fin des consultations. Donc, il devrait avoir des propositions. Mais vous savez que chacun vient avec des propositions aussi farfelues que l'on peut le constater. Il y en a qui ont demandé qu'on libère les prisonniers politiques, il y en a qui ont demandé qu'il y ait un retrait des troupes sur le terrain, il y en a qui demandent même que ce soit plutôt des personnes neutres qui mènent ce dialogue. Donc je crois que ça dénote quand même de l'intérêt des forces vives de la nation à ce dialogue qui se prépare, même si on sait qu'il y aura des défections. D'ailleurs, le MRC a fait état de ce qu'ils ne participeront pas à ce dialogue, même si on sait qu'il y aura d'autres personnes qui ne viendront pas du tout, ou alors il y a d'autres qui seront juste des arbitres. Mais ce dialogue se tiendra sûrement, et avant la tenue proprement dite de ce dialogue, il faut bien évidemment qu'on enregistre des propositions qui seront examinées lors du dialogue proprement dit. Alors, une question que se pose le journal Émergence ce matin, parlant de ce dialogue national. Les États-Unis boudent-ils l'initiative de Paul Biya? C'est la question traditionnelle de nos confrères d'Émergence. Ils s'interrogent aujourd'hui si les États-Unis boudent ou pas l'initiative de Paul Biya. Donc, je crois que c'est une question qui ne devrait même pas être, parce que le chronogramme qui a été rendu public par les services du Premier ministre est clair. L'ambassadeur des États-Unis sera bel et bien reçu le mardi 24 septembre. Donc, il serait extrêmement prématuré aujourd'hui de dire que les États-Unis boudent cette démarche. D'autant plus que ce soit Washington, là je parle de la Maison-Blanche, que ce soit le département d'État américain, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, que ce soit le Congrès, que ce soit la Chambre des représentants, que ce soit d'autres acteurs de la vie politique américaine, tous ont plaidé en faveur de l'instauration de ce dialogue. Donc, le fait de se poser la question de savoir si les États-Unis, dans leur composante entière, boudent la démarche du Cameroun, je pense que c'est tout à fait prématuré. C'est lié dans une boule de cristal qui n'existe pas, et le chronogramme de consultation est tout à fait clair. L'ambassadeur des États-Unis sera reçu le mardi 24 septembre. Et ce n'est que si il ne vient pas qu'on pourra savoir si, bien évidemment, les États-Unis boudent cette initiative ou pas. Alors, on sait que Émergence propose des experts qui analysent la situation. La question principale, donc, aujourd'hui, qui est contenue donc à la une du journal, les États-Unis boudent-ils l'initiative de Paul Biya? Et on voit bien qu'il y a 10 experts qui analysent la situation ce matin. Alors, le journal Le Jour parle de l'ENAM avec cette question autour des listes additives qui revient. Encore l'ENAM. Je me rappelle que il y a 3 ou 4 ans de cela, le président de la République lui-même avait s'était penché sur un autre dossier de l'ENAM où il y avait eu des tripatouillages, et c'est le président de la République qui était en congé en Suisse, qui avait donné des instructions qui est une liste additive pour venir corriger les errements administratifs de certains dirigeants de l'ENAM. Encore rebelote en 2019, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Il y a un candidat à la présidence de la République qui avait demandé tout simplement qu'on fasse disparaître de l'échiquier administratif du Cameroun l'ENAM. Bien, je ne partageais pas du tout ce point de vue, parce que l'ENAM a son rôle dans la formation de l'intelligentsia camerounaise. Mais je crois quand même que, à défaut de faire disparaître cette école, il faut la réformer dans sa profondeur, afin que
il y a une sorte de gouvernance, il y a une sorte de transparence et de gestion qui ne mène plus à ce type de tripatouillage que nous observons et qui conduisent finalement à avoir à chaque fois des listes additives. Il y a certainement un problème et ça pose un problème général qui est celui de la gouvernance. Ça ne concerne pas seulement l'ENAM, ça concerne toute l'administration du Cameroun. Ça concerne également notre forme de l'État. Est-ce que la gouvernance est-elle sérieuse à l'ENAM? Est-ce qu'il n'y a pas de marchandage à l'ENAM? Est-ce qu'il n'y a pas de la corruption à l'ENAM? Comme à d'autres échelles de l'administration camerounaise, je crois que la question est toute simple. Oui, il y a du marchandage, il y a de la corruption, il y a des tripatouillages et c'est ce qui conduit aujourd'hui à des listes additives à n'en plus finir parce que il y a des gens qui auraient reçu de l'argent, il y a des intérêts concordants, il y a des intérêts divergents, il y a des luttes même entre les dirigeants même de l'ENAM qui font que aujourd'hui ce sont les candidats à ce concours qui en pâtissent et ça donne une très mauvaise image de l'administration du Cameroun. Est-ce un problème d'homme ou un problème de système? C'est un problème de système parce que c'est d'abord la forme de l'État qu'il faut interroger, une forme de l'État extrêmement centralisée. Il faut également interroger la gouvernance. La gouvernance aujourd'hui au Cameroun, qui fait d'ailleurs partie de l'un des thèmes qui sera abordé lors du dialogue national, est extrêmement problématique. Je suis souvent les débats d'une personnalité que je ne vais pas citer, M. Ngayamding, qui est du RDPC, et il a souvent l'habitude de dire que ce sont les fonctionnaires qui tuent notre pays. Il a raison. Parce que quand on prend le cas de l'ENAM, vous êtes en face d'un candidat qui veut absolument intégrer la haute administration du Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va certainement venir avec une enveloppe, c'est lui le corrupteur, et vous, si vous prenez l'enveloppe, c'est que vous êtes le corrompu. Ça, c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect qui veut qu'on place des enfants de certaines autorités du pays et ça se joue entre amis, entre copains où on vient présenter le dossier d'un enfant qui sera juste là pour la figuration lors du concours, mais déjà son nom est inscrit quelque part parmi ceux qui vont réussir. Donc ce type de tripatouillage fait que c'est une question systémique, c'est une question de la forme de l'État et c'est une question de gouvernance et on espère que au sortir du dialogue national qui aura cours à la fin de ce mois, ces questions seront sérieusement abordées pour qu'il y ait plusieurs réformes qui viendront améliorer la gestion des affaires de la cité. Alors, on va dire un mot sur la nouvelle expression également ce matin qui parle de la crise de l'église évangélique du Cameroun. Pasteurs et laïcs pour la paix, réunis à Bangoua, dans le Ndé, autour du révérend Dr Charles Emmanuel Ndiké. Ils ont d'ailleurs signé une déclaration qui définit aujourd'hui la démarche à suivre pour parvenir à la réconciliation. Vous savez que c'est une église ou alors une église qui a des soucis. Oui, beaucoup de soucis, beaucoup de soucis parce que, bon, je vais dire que le diable s'est sérieusement installé au sein de cette église. Il y a des bruits de détournement de fonds publics, il y a des bruits de divergence entre les ecclésiastes, mais également il y a une guerre de leadership. Une guerre de leadership qui est née de l'Assemblée générale de Ngaoundéré, qui a vu le révérend NGTEA porté à la tête de l'EEC, mais il est fortement contesté par un autre camp. Et aujourd'hui, ils sont devant la justice. Il y a en fait deux procès. Le procès qui conteste le leadership de NGTEA, mais un autre procès qui veut qu'on place un consistoire, c'est-à-dire une administration provisoire pour gérer les affaires de l'EEC. Qui est déjà là. Qui est déjà là et qui est réfuté malheureusement par le camp NGTEA. Donc, les affaires sont portées devant les tribunaux et ça donne une très mauvaise image de l'EEC qui est quand même une des plus importantes confessions religieuses de notre pays, mais qui est aujourd'hui en proie à des dissensions qui font que on s'interroge s'il faut encore y aller pour écouter la parole de Dieu. La justice y est impliquée, les autorités administratives également en sourdine se sont expliquées, mais je crois qu'il appartient aujourd'hui à eux-mêmes, à ces laïcs, de s'asseoir et de trouver la voie des dieux pour que la sérénité et la paix règnent au sein de l'EEC. C'est parce que c'est ce qui a été fait donc à l'ouest du Cameroun, à Bangoua par exemple. Voilà, je ne crois pas que à Bangoua, à la paix et à la tolérance. Oui, c'est juste un appel et ce n'est pas le premier appel. Et je ne pense pas que c'est la concertation de Bangoua qui viendra ramener la paix dans cette église parce que les dissensions sont extrêmement profondes. Elles ne sont pas que idéologiques, elles sont également financières et de leadership. Il appartient donc à eux-mêmes, aux principaux acteurs, de respecter les textes, de respecter la loi et respecter l'esprit même de l'EEC afin qu'il n'y ait plus d'EEC parce qu'aujourd'hui il y a deux EEC, une EEC qui est pro-NGTEA et une autre EEC qui est pasteur mongol etc. Donc je pense que le diable est installé dans cette église et il appartient à ces acteurs eux-mêmes de trouver la voie de Dieu afin de ramener la sérénité. Alors, c'est en page 7 du journal, la nouvelle expression. On va sortir de cette émission en parlant du terminal à conteneurs. Pourquoi Bolloré fait de la résistance
C'est une question que se pose le journal ce matin, parlant de ce concessionnaire sortant du terminal à conteneurs de Douala qui refuse d'accepter sa mise à l'écart alors que des procédures judiciaires sont en cours. Je crois que c'est officiel depuis quelques jours. Le port autonome de Douala a un nouveau concessionnaire que nous connaissons, un concessionnaire italo-suisse qui sera chargé désormais de la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala. Après 15 ans de gestion par le groupement Bolloré et APMT, qui malheureusement aujourd'hui crient au hold-up. Hold-up parce qu'ils estiment que le processus a été biaisé, qu'ils avaient été écartés injustement de l'appel d'offres qui avait été lancé par le port autonome de Douala, et ils ont saisi les tribunaux. En premier ressort, ils ont eu gain de cause au tribunal administratif de Bonanjo, mais le port autonome de Douala a directement saisi la Cour de cassation, et je pense que la Cour de cassation sera amenée à se prononcer sur la question. Mais déjà, je crois que le nouveau processus sera engagé, le nouveau concessionnaire du terminal à conteneurs va prendre service d'ici janvier 2020. Janvier 2020, le 1er janvier. Voilà, d'ici janvier 2020. Mais avant cela, il y a un aspect judiciaire qui devra bien évidemment suivre son cours, et nous attendons tous qu'il y ait une voie de sortie, aussi à ce niveau, une voie de sortie de crise qui permette que le port de Douala, le terminal à conteneurs du port de Douala soit géré de façon déprise. Parce que vous savez que c'est l'un des principaux pourvoyeurs d'argent en termes de trésor public, et le port de Douala est un port central pour certains pays d'Afrique centrale qui n'ont pas une façade maritime. Donc sa gestion sereine est très importante, et il faut que tous les acteurs s'asseyent afin qu'une voie de sortie soit prise. Alors le journal précise que le groupe Bolloré n'a pas encore dit son dernier mot, voyez-vous, donc tout cela on va découvrir en page 4 du journal ce matin. Donc l'actualité dans la presse, faites un tour en kiosque, vous serez au parfum de l'actualité justement, et là je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'oubliez pas, vous méritez vraiment vendredi soir. Oui, merci à vous. Les téléspectateurs ont constaté que j'étais seul sur le plateau. Oui. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage au doyen avec qui je partage souvent ce plateau, qui est malheureusement frappé par une toute petite maladie. Nous espérons qu'il sera rétabli très rapidement. Très bien, merci à vous. À lundi, 9h20 pour la toute première de la semaine prochaine.